Hello mes amours, c'est votre Mamounette. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, moi c'est Makombo. Et pour celles qui sont déjà là, oui, je sais, ça fait un moment que je ne me suis plus présentée devant vous. Vous le saurez d'ailleurs à travers cette vidéo, le pourquoi une très longue absence. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, je vais vous laisser juste vous abonner à côté. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour recevoir des notifications pour une prochaine vidéo. Oui, c'est vrai, ça fait un moment, du coup on a perdu un peu le rythme, mais on va arriver ensemble. Mais le thème de cette vidéo, ça va être mon parcours pour être mère. Voilà. Je suis dans le Mercobez, 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 je suis dans les vroom vroom vroom. Elle aime quand je tire cette tresse, elle aime quand je tire cette tresse, elle aime quand je tire cette tresse. Au fond de la Vidéo, mon parcours pour être mère, elle sera divisée en 4 parties où vous aurez la première partie, ma ligue pour concevoir, ma grossesse, mon accouchement, ainsi les bilans pour englober le tout. Alors, première étape, c'est ma ligue pour concevoir. Vous allez me demander comment ça, votre ligue pour concevoir. Pour moi, déjà, c'est un témoignage, c'est un miracle que Dieu m'a accordé. Oui, je sais, il y en a certaines personnes qui croient pas au miracle. Je vais forcer personne, mais moi, je vais donner mon témoignage parce que je pense qu'il faut témoigner quand Dieu vous a accordé la grâce, comme ce fut le cas pour moi. Alors, quand je parle de mon parcours pour concevoir, parce que à l'âge de 16 ans, je suis de la part de mon médecin que j'avais des kystes aux ovaires, et à 17 ans et demi, j'ai appris que j'avais l'endométriose. Comment ça s'est passé? Ça a commencé avec ma deuxième fois où j'ai eu mes périodes. La deuxième fois où j'ai eu mes périodes s'est plus arrêté pendant un an. La première fois, c'était normal, j'ai eu mes périodes pendant 3 jours. Et la deuxième fois, c'était les périodes, ça s'est plus arrêté et c'était catastrophique. C'était vraiment, quand je parle de catastrophique, c'était limite dangereuse parce que j'ai saigné tellement avec des caillots de sang, le problème d'anémie, de fer. C'était vraiment horrible, de douleurs déjà, de douleurs qui étaient atroces pour des gens qui souffrent qui souffrent des règles douloureuses. Et ils doivent en savoir, des règles où vous avez des cailloux qui sortent, qui sont foncés, de douleurs intenses. Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé, déjà on m'a fait beaucoup des examens. À l'époque, je vivais au pays, au Congo, la République démocratique du Congo à Kinshasa, et j'ai été ramenée voir plusieurs spécialistes, de différents spécialistes vraiment. On a tout fait, on a même essayé la méthode traditionnelle, mais rien n'a marché en fait. À chaque fois on partait, il n'y avait pas de solution. À la limite, on commençait à me dire que je devais vivre avec, en fait, que ça allait finir par passer et tout. Mais sauf que pour moi, ça a duré des mois et des semaines. Et j'ai été ramenée de partout. Ma grand-mère, mes grands-parents surtout, que ce soit le côté paternel ou maternel, ils ont essayé de trouver des solutions, ou mes tantes, ou mes oncles, vraiment. Tout le monde était, c'était en fait, j'étais devenue le centre en fait dans ma famille parce qu'on ne comprenait pas pourquoi cela en fait. Et d'après les dires de certaines personnes, ma mère elle avait eu ça aussi, mais pour ma mère ça n'a pas duré aussi longtemps. C'est pour ça une des raisons qu'on m'avait ramené auprès de la famille paternelle de ma mère. Parce que, et à l'époque où ma mère elle avait ça, elle avait suivi la médecine traditionnelle en fait. Mais pour moi, ça n'a pas marché déjà parce que on n'a jamais retrouvé la personne. Ma mère, ça datait vraiment, ça datait à l'époque où on l'avait soignée, c'était il y a longtemps. Et quand on est parti chercher la personne, on n'a plus retrouvé la personne. Et du coup, mes grands-parents, ils n'osaient pas plutôt de me ramener n'importe où. Donc, du coup, pour moi, la dernière solution, c'était d'avoir recours à un Dieu. C'était la dernière solution. Et surtout que quand on faisait des échographies au bled, on ne retrouvait rien. Même une fois, un gynécologue, il a osé faire quelque chose
quand je suis arrivée ici en Europe, le gynécologue il a su ça en fait. Pour lui c'était catastrophique parce qu'on ne peut pas faire rentrer des doigts, voilà, à une fille qui est vierge en fait. Parce que pour le gynéco, il voulait voir si peut-être que j'étais plus vierge, raison pour laquelle que j'ai saigné. Et c'est très vraiment douloureuse. C'était une des pires consultations de ma vie en fait. Et après cette consultation, je ne voulais plus aller voir un gynécologue en fait parce que j'étais traumatisée aussi. Donc du coup, on m'a prescrit pas mal d'échographies. Les échographies qu'on a fait qu'il n'y avait toujours rien. Et comment ça s'est terminé tout ça, on va dire à presque 1 an. C'était le jour où je devais être baptisée parce que je faisais des catéchismes à l'époque et moi je n'étais pas baptisée en étant petite en fait. Et arrivé au jour où je devais me faire baptiser, ma marraine elle est venue vers moi pour me dire Cintiche, oublie pas ce que tu dois demander à Seigneur, tu sais très bien ton problème et tout ça, etc. Surtout j'ai oublié de préciser quelque chose. Moi quand ça coulait mes règles c'était tellement horrible que limite je commençais à m'évanouir parce que ça coulait énormément. Et à l'école tout le monde était au courant, c'est-à-dire quand je parle de tout le monde, tous les professeurs ainsi les membres de voilà, tous les professeurs, les directeurs, ils étaient au courant de ce que je souffrais à l'époque parce que vraiment c'était horrible pour moi. Et surtout que pour pas que ça tâche en fait mes vêtements, je devais vraiment mettre beaucoup de choses, c'est-à-dire j'avais des serviettes hygiéniques à mettre, j'avais des serviettes en linge et je mettais au moins plus de 4 à 5 sous-vêtements, vraiment l'histoire de bien pour que ça serve bien, pour pas que les sangs que ça coule. Et je devais le changer des fois, à chaque fois j'avais un sac pour pouvoir mettre mes serviettes que j'utilisais pour pouvoir les jeter après à la maison. Donc c'était ça. Et quand je suis arrivée, le jour où je devais être baptisée, on m'avait dit de dire ce que j'avais, mon besoin. Et moi, mon besoin, je n'ai pas cherché à aller loin. C'était clair que je devais être guérie en fait de cela parce que pour moi, c'était horrible de vivre comme ça. Et j'ai été baptisée. Et après mon baptême, c'était, on va dire, rebelote. Pareil, je remettais mes serviettes. J'ai essayé vraiment de me protéger pour pas que ça coule devant tout le monde à l'école et tout. Et une fois, ça arrivait, on va dire, quelques jours après avoir été baptisée, je rentre aux toilettes et là, je vois que j'ai plus mes périodes. Moi, je me disais, parce que je partais chaque INR en fait. Je devais aller voir chaque INR comment ça se passait. Et là, je sors 1 heure après, il n'y a rien. Je ressors encore 1 heure après, il n'y a rien. Et je m'étais dit, en fait, je vais attendre un peu plus pour voir ce que ça va donner. Et surtout que moi, quand mes périodes sortaient, je les sentais. Donc, c'est-à-dire, je sentais des choses, en fait, sortir à l'intérieur, en fait. Mais sauf que là, ce n'était pas le cas. J'étais calme, j'avais pas de mal de dos. J'étais vraiment à l'aise. Et je vais rentrer chez moi les soirs et je vois qu'il n'y a rien. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Après, il n'y avait plus rien. Et je suis allée voir ma belle-mère, la femme de mon père, pour l'annoncer en fait qu'il n'y avait plus mes règles et tout c'est tout. Et c'était vraiment, tout le monde était vraiment heureux dans ce moment-là. Donc après, j'ai été baptisée, comme vous le savez. J'ai été baptisée, ça s'est arrêté juste après. Et j'ai reçu ma communion. Et voilà. Et quelques temps après, on est venu en Europe. On est venu en Europe pour rejoindre notre maman. Et arrivé, vu que c'était un problème et ça a longtemps duré, dès que je suis arrivée en Europe, mes périodes ont repris. Et quand ça a repris, ça a duré pendant 2 jours non-stop. Et on a eu peur en ce moment-là, on s'est dit ça y est, ça reprend quand cette histoire et tout. On a pris rendez-vous auprès d'un gynécologue, un des meilleurs gynécologues à Grenoble. On va prendre le rendez-vous avec ma mère, mais sauf que ça s'est arrêté après 12 jours, mes règles. Et on va prendre le rendez-vous, on va quand même se présenter, on va expliquer au gynécologue ce qui s'est passé, tout ça, etc. Ce qui s'était déjà passé avant. Et là, on va me recommander à faire de l'échographie pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans mon ventre en fait. Et quand on va faire de l'échographie, et là, on va trouver que j'avais des kystes aux ovaires. J'en avais pas 1 ou 2, j'en avais plus d'une dizaine dans mon ventre en fait. Des kystes aux ovaires, c'était des petites kystes vraiment
Je me rappelle quand on m'avait passé l'échographie, j'arrêtais pas de demander mais comment ça se fait qu'il y a des petits trucs, je voyais vraiment des petits trucs et tout à l'intérieur et tout. La photo elle était floue certes, mais c'était horrible. Et on va me dire que c'est des kystes ovaires, c'est peut-être à cause de ça que j'avais eu tout ça, mais de ne pas m'inquiéter, il y avait des solutions, je devais prendre des pilules. Ces pilules-là ne guérissaient pas le kyste que j'avais aux ovaires, mais ça aidait plutôt à soulager, à m'aider à avoir moins mal au ventre, de mal de dos et tout ça, etc. Et on m'avait prescrit aussi du Spasfon. J'ai reçu beaucoup de traitements différents en fait, que ça ne marchait pas. Comme les pilules qu'on m'avait prescrit en fait, ça n'a rien donné. Au contraire, ça a aggravé la situation en fait pour moi. Mais par contre, les spasmos et les restes en fait que je devais prendre pour me soulager au cas où j'avais des douleurs atroces et tout, ça a passé. Et après, vu que ça s'arrêtait pas, mon gynéco il va me prescrire de passer des IRM en fait pour voir un peu s'il y a quoi d'autre en fait. Quand je suis allée faire des examens plus approfondis, et là on va voir que j'ai l'endométriose. Bon, au tout début, moi je savais pas que c'était quoi l'endométriose exactement. Pour moi, je me disais, ah, c'est encore une autre maladie en fait, tant mieux. On sait de quoi je souffre, en fait, on va pouvoir faire quelque chose. Et là, arrivé en fait, on m'explique en gros que l'endométriose, ça c'est... Soit il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de traitement pour ça. Et pour ce qui est déjà de mes kystes ovaires, en fait, mon gynécologue m'avait déconseillé de me faire opérer parce qu'il avait peur, en fait, il m'avait expliqué, il y a eu beaucoup de cas comme quoi les femmes se sont fait opérer, mais ils ont eu du mal à concevoir après, c'était vraiment à éviter. Et quand il a su aussi que j'avais l'endométriose, il me l'avait vraiment déconseillé, à part au cas où la situation s'aggravait. Mais quand je sais ça, et là, ils vont m'expliquer... avec l'endométriose, il y a des femmes, l'endométriose, c'est, je ne saurais pas comment vous décrire ça, mais l'endométriose, c'est une maladie, en fait, quand une femme, elle a ça, ça rend, on va dire, la femme, elle est stérile. Et il y en a d'autres femmes qui ont réussi à concevoir, comme ce fut le cas avec moi, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais arrivé à concevoir, ou tout comme il y en a d'autres qui ont des traitements pour pouvoir concevoir. Vraiment, c'est quelque chose de... Je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi, je le souhaite pas. D'ailleurs, j'ai pas d'ennemi. Je préfère être honnête aussi, clair et net sur ça. Donc, c'est vraiment quelque chose, quand tu l'apprends, quand tu sais pas d'où début, tu t'en fous. À l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils savent c'est quoi l'endométriose, mais moi, à l'époque, je savais pas c'était quoi l'endométriose. On t'a dit que vous avez l'endométriose, madame. Panique, tu t'en fous limite, tu t'en foutais. Et quand tu apprends que vous aurez du mal à concevoir et tout, etc., que peut-être que vous ne pouvez pas non plus, donc en ce moment-là, panique totale, et vous avez 17 ans, on vous sort quelque chose de comme ça vous perturbe directement. Et c'était le cas en fait, j'ai été perturbée d'apprendre ça. Mais j'ai été perturbée pendant longtemps, pendant vraiment très longtemps. Très longtemps. Mais arrivé à un certain âge en fait, mais sauf qu'on m'avait conseillé aussi comment en fait soigner mon rythme de vie en fait avec ce que je mangeais, d'éviter tout ce qui est gazeuse pour déjà mes kystes ovaires, mes douleurs au ventre, mes gonflements de ventre parce que j'avais les ventres souvent ballonnés. Donc on m'avait recommandé d'arrêter tout ce qui était gazeuse, même avec mon alimentation en fait, d'éviter les oignons et tout. Vraiment, j'ai commencé à respecter, j'ai longtemps respecté ce qu'on m'avait dit jusqu'à arriver à mes 25 ans où j'ai dit c'est bon stop. J'ai repris mes mauvaises habitudes en fait, où je buvais du coca, je mangeais des oignons, cuits ou pas cuits en fait. Je m'en foutais tellement, surtout pas cuit avec la viande du chèvre et les piments. Donc pour moi, vraiment, c'était j'ai commencé à négliger à partir de mes 25 ans. Et jusqu'à ce que, en fait, à mes 25 ans, quand j'ai commencé à négliger ce qui m'a été conseillé par le médecin,
je ne conseille pas ça aux gens. Et c'était au moment où aussi j'ai appris à connaître Dieu. Quand j'ai dit j'ai appris à connaître Dieu, comment ça se fait, vous êtes grandi dans une famille chrétienne. C'est au moment où moi, je partais à l'église de mon propre gré en fait. Je ne partais pas parce qu'on me disait d'y aller. Je ne partais pas parce que je voulais faire semblant pour plaire à quelqu'un. Mais je partais de moi-même où j'avais reconnu que Dieu en fait, je devais me rapprocher de lui. Non parce que j'avais des problèmes pour concevoir, mais c'était pour plein de choses. Parce qu'à ce moment-là, ces filles, comme je dis, c'est le délivrance de ma vie en fait. J'avais compris, il y avait beaucoup de choses, ma conduite, ma façon de me comporter, ça allait pas. Et carrément, je n'ai pas commencé à prier à dire Dieu, donne-moi un enfant en fait. Non, pour moi, il y avait déjà beaucoup de choses en fait. Avant de penser à avoir des enfants, il faut déjà vraiment être déjà clean déjà de vous-même en fait. Avant d'aimer une autre personne, vous devez vous aimer vous-même. Et comment il faut s'aimer en fait? C'est en fait en faisant des choses qui ne vont pas vous faire mal, en fait, des choses qui va vous blesser, des choses qui va vous nuire, on va dire ça. C'est comme ça, en fait, je commençais déjà à prier déjà pour moi. Et c'était à travers le radio, c'était Pain d'Histoire. C'est la sœur de ma mère qui me l'avait montré, cette radio-là. Mais à l'époque, elle me l'avait montré, je faisais vite fait. Mais c'était de moi-même. Une fois, je me suis rendu compte, je me suis rappelé que j'avais une application sur mon téléphone, que je devais aller voir pour prier. J'ai commencé à prier en fait avec eux. C'était des prières de minuit, etc. En ce moment-là, je commençais à faire des prières aussi. Fallait déjà apprendre à prier, chose que je ne savais pas faire parce qu'il faut apprendre à prier. Pour prier, comme chaque chose en fait, on doit savoir les faire. Et c'était le cas avec la prière pour moi. Je commençais à prier, à demander à Dieu de me donner d'abord la tranquillité parce que vraiment j'en avais besoin, la tranquillité. J'étais de gauche à droite, j'étais tête à l'air, ma vie, peu importe de tout, hein, professionnel, sentimental, même ma propre vie personnelle, en fait, rien n'allait en fait. J'étais pas stable, j'étais pas posée, c'est pas comme ça on mène une vie en fait. Et en faisant des prières comme ça, et j'ai rencontré une amie, son amie c'est un pasteur. Je commençais à prier avec eux. J'ai quitté l'église où j'ai prié avec ma mère, une église protestante en fait ici, là où ma mère elle prie toujours. En fait, je commençais à prier, c'était genre de groupe de prières. Je commençais à prier, je commençais à prier, je commençais à prier. Et quand vous priez, vous commencez à avoir des révélations. Et mes révélations me montraient en fait qu'il y avait beaucoup de choses que ça n'allait pas. Comme une fois de savoir que j'étais dans cet endroit de mon propre gré, mais je me suis réveillée, j'ai dit à ces gens, mais qu'est-ce que je fais là? Ça les a choqués en fait, parce que pour moi je me disais, mais je fais quoi là? J'étais censée être chez moi à Grenoble, mais sauf que j'étais en ce moment-là, j'étais pas chez moi à Grenoble. Sachant que j'avais pris, j'ai regardé, parce qu'à l'époque j'avais l'abonnement TGV Max, j'ai regardé mon abonnement, non, mais c'est bel et bien, c'est moi-même, Cynthia Combo, j'avais pris le billet pour aller à cet endroit. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait que je devais m'accrocher vraiment à Dieu et tout. Et c'est à ce moment-là je suis rentrée en connexion avec mon Dieu. Je commençais à prier, je commençais à prier, je commençais à prier, je commençais à prier. Et plus tu priais, ma vie commençait à avoir le changement petit à petit en fait, que ce soit côté professionnel, même avec ma famille. Vraiment, ça commençait à changer, ça commençait à changer. Même moi-même, je me sentais un peu plus libre en fait, tranquille. On va dire, je me sentais souple. Il y avait des choses que je faisais, c'était souple en fait. À dire qu'avant, tout était compliqué. Tout avant, je me compliquais en fait pour faire quelque chose. Je ne me facilitais pas, je me facilitais jamais la chose en fait. Même quand je m'expliquais, j'essayais de rentrer dans toujours, voilà, donner des explications. En ce moment-là, les choses commençaient à se faire de façon simple pour moi. Et je me suis vraiment accrochée à Dieu. Et en 2019, je suis retournée voir mon gynécologue. Et quand je suis allée voir mon gynécologue, je lui ai expliqué en fait que je voulais voir si c'était possible de suivre un traitement pour pouvoir concevoir, etc. Et il m'a demandé si j'étais en couple. En ce moment-là, je n'étais pas en couple. Mais pour suivre le traitement, vous devez être en couple. Et j'ai menti, j'ai dit ouais, j'étais en couple. À dire que j'étais en couple avec personne. Il m'a dit tout d'abord, avant de commencer les traitements, il va me montrer en fait, avant de suivre les traitements, il y a des procédures à suivre avant d'arriver là, que je devais d'abord respecter et tout. Quand on parle, c'est-à-dire ta vie, ta façon de te comporter, façon de ta conduite, ce que tu manges, ce que tu bois,
tout ça, etc. Et les choses à faire, etc. Donc, je ne dirai pas sur une vidéo parce que je pense que c'est mieux de voir un spécialiste de vous-même et tout. Et déjà, tout d'abord, avant de connaître Dieu, avant tout ça, j'ai eu à avoir des relations où je voulais être mère, mais ça n'a jamais marché parce que moi, je savais très bien que j'avais un problème. Que d'ailleurs, je n'ai jamais caché que j'avais un problème à des personnes que je fréquentais à l'époque. J'ai toujours dit la vérité, que j'avais des problèmes et tout ça, etc. Et ben, j'ai arrêté des relations parce que je me disais, ben, je ne veux pas laisser quelqu'un perdre son temps avec moi. Peut-être que je suis stérile et tout ça, etc. Donc, c'était un peu ça. Et quand je suis allée voir le gynéco pour suivre un traitement, ben, j'étais pas non plus en couple, mais j'ai inventé comme quoi que j'étais en couple. Et sauf que les traitements, je devais les commencer vers mi-mars ou vers fin mars, comme ça. Je devais commencer mon traitement fin mars 2020, précisément. Et je devais voir des professionnels et tout ça, etc. Et au mois de janvier, ben, je vais retrouver le père de mon enfant, mon fiancé. Le père de mon enfant, on va se retrouver. Moi, le père de mon enfant, s'il faut, je vais vous faire une vidéo. On s'est connus depuis le bled quand on avait 8 ans. Et il est venu en Europe, on va dire, quelques années après moi. Et on s'est retrouvés, on va dire, des années plus tard, en fait. Il a toujours cherché à me voir, mais bon, moi, je me dis, c'était une bonne chose parce que si on s'était vu à l'époque où lui, vraiment, il voulait me voir, je ne pense pas qu'on allait être en couple aujourd'hui. Donc, c'est des choses dédiées, en fait. Et à ce moment-là, je vais rencontrer le père de mon enfant et tout. Et il va arriver, ce qui est arrivé, c'était le confinement, le Covid. Cette maladie qui est arrivée. Et quand il y a eu le Covid, moi, je sais que mon rendez-vous arrive à l'approche. On va déjà nous confiner. Et là, je vais recevoir un coup de fil pour me dire que mon rendez-vous est annulé pour l'instant parce que je ne suis pas prioritaire. Voilà. Les prioritaires, j'ai moins de 30 ans. Il y a des gens qui étaient plus prioritaires, qui étaient dans la trentaine, qui dépassaient la trentaine. Donc, on essayait déjà de garder ces personnes-là. Et moi, surtout que je n'étais pas du tout suivie. C'était un début pour moi que je devais attendre. Et déjà, j'ai de la peine pour chaque personne qui a reçu ce genre de coup de fil et tout. Mais au lieu d'être abattue, je n'étais pas du tout abattue. Surtout que la personne qui était à côté de moi me disait, t'inquiète pas, tu vas devenir maman et tu n'as pas besoin de traitement avec moi. Et je disais, ben lui, il se prend pour qui? Excusez-moi. Il se prend pour qui pour me dire tout ça et tout. Mais... Et quand on a commencé à sortir ensemble, je me rappelle la première fois, j'ai eu à voir mes périodes, ça a sauté pendant 2 mois. Et quand je l'ai dit, mais t'inquiète pas, mes périodes, c'est pas la première fois, j'ai pas vu mes périodes pendant 3 mois et à la fin, ça sortait quoi. T'as pas à t'enflammer, hein. Ça arrive, c'est pas la première fois. Et ben, tellement qu'il insistait, on va acheter le test, on va faire le test. Et là, ben, bon voilà. Vu que j'étais tellement négatif, ben c'est tombé, c'était ça, en ce moment-là. Et ben, dès que j'ai fait les tests, le soir même, j'ai eu mes règles. Et je lui ai dit, ben tu vois, je te l'avais dit, et tout. Après, on a continué notre relation, on va arriver en été. On arrive en été vraiment vers la fin. Et je te venais, en fait, on était censé aller à une fête. Et sauf que je me sentais pas bien, je l'ai dit, je me sentais vraiment pas du tout, alors pas du tout bien. Et déjà avant de venir là, je me sentais pas bien, mais à chaque fois je partais voir le médecin, on me disait d'aller passer les tests de Covid. Mon médecin traitant, c'est quelqu'un qui connaissait mon dossier par cœur, donc il savait de quoi je souffrais. Et il a jamais osé me dire, on va faire les tests de grossesse. Il a vraiment jamais osé. Et surtout que je disais que j'avais la fatigue, j'avais des choses, tout ce qui ramenait avec Covid. Et j'avais des nausées, ça ramenait avec le Covid. Tout ce que j'avais, ça ramenait avec cette maladie-là. Et il me recommandait d'aller faire les tests. Et moi, pour moi, c'était hors de question. Parce que pour moi, j'avais pas le Covid. J'avais pas le Covid, c'était hors de question.
Et je suis venue le voir, c'était vers la fin d'été. Et à mon retour là, je me suis arrêtée à Lyon parce qu'il y a des Lilles à Lyon. Pardon, des Lilles à Grenoble. Il faut faire les correspondances à Lyon. À partir de Lyon-Pardieu, vous prenez les TR pour arriver jusqu'à Grenoble. Et ce jour-là, j'avais vu mon grand frère. On s'était vu, il m'a donné de l'argent. Il m'a donné de l'argent qu'il devait me donner à ce moment-là. Et moi, j'ai repris mon train après pour Grenoble. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça n'a pas duré vraiment longtemps. Le train, à peine démarré, je sais pas, quelques minutes après, je suis entourée des pompiers. Qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je me réveille, on me dit, madame, vous êtes tombée, on va vous ramener à l'hôpital. Et j'étais pas loin, c'était vraiment pas loin de la Pardieu. Je me rappelle plus de l'arrêt exactement. C'était 5 étangs comme ça. Notre train s'est arrêté là. Le train s'est arrêté, les pompiers sont venus me récupérer. Et il me demande, en fait, je dis, bah, si c'est possible d'arriver à la Pardieu, ou même de me rapprocher à Lyon, parce que j'ai personne là où on est. On me dit, ben, on n'est pas loin non plus, donc on va pouvoir vous ramener quelque part à Lyon, des hôpitaux à Lyon. Et là, on va me ramener à l'hôpital et tout. Je vais appeler la femme, la mère de mon bébé à Lyon. Je vais l'appeler, je vais lui dire, écoute, on m'a ramené parce que je me sentais pas bien, tu sais, etc. Elle me dit, non, 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 reste pas à l'hôpital, ils vont te bloquer là-bas. Moi, je pense même pas que tu as le Covid. Pour moi, tu es enceinte et tout. Je dis, t'es folle. Elle me dit, mais non, si tu restes là-bas, ils vont t'affermer. Tu dois sortir de là où t'es, vraiment. Reste pas là, rejoins-moi, viens à la maison, tout ça, etc. Et vous savez, quelqu'un qui arrive aux urgences, qui se barre des urgences. En fait, moi, c'est ça. Je me suis barrée de là où j'étais. Je me suis enfouie, en fait. Je suis sortie. On m'a plus revue. Je suis sortie, je suis arrivée. Elle m'a dit, t'inquiète pas, on verra demain. On va acheter les tests pour voir si t'es enceinte et tout. Et le lendemain, au lieu de se réveiller très tôt le matin, pour moi, tellement que je savais que j'avais pas le Covid, et je me suis dit, hors de question. Je vais faire pipi autant parce que normalement les tests c'est mieux de le faire le matin et tout. Moi je me suis dit je vais le faire peu importe si je suis enceinte, ça va tomber à n'importe quelle heure en fait. Et là on va aller à Carrefour vers l'après-midi, hein, il était des heures comme ça, on va aller à Carrefour tout près de chez elle pour acheter les tests. Arrivé, moi je voulais acheter les tests, le Clair Blue le plus cher. Elle me dit tiens, tu penses que tu es enceinte, tu as besoin de ça, on va prendre celui de 99 centimes. J'ai laissé ma belle-sœur prendre celle des 99 centimes, mais moi j'ai quand même pris le plus cher. On ne sait jamais. Peut-être que l'autre, ça va me tromper. Et là, on va rentrer, on va faire les tests avec celle de ma belle-sœur. Même pas quelques secondes après, pas positif. Et la regarde me dit, mais c'est positif, meuf. Je dis, mais attends, on va refaire une autre. On a refait encore une autre. Et les tests de Clair Blue, je ne l'ai quand même pas essayé parce que je me dis, ça, je vais les garder, je vais l'essayer chez ma mère parce qu'elle est tellement folle, elle ne va pas me laisser faire. Et pareil, c'était positif en ce moment-là, prise de panique. Ben, surtout prise de panique, pourquoi? Parce que j'avais pris du poids pendant les confinements. Et pour moi, j'avais repris du sport. Et surtout que j'avais acheté des gaines pour vraiment gainer mon ventre et tout. Et j'ai pris même des tisanes pour pouvoir maigrir. Et là, prise de panique, je me dis, ben, je suis enceinte. Regarde ce que je venais de faire. Cindy, j'étais folle, ma chérie. Qu'est-ce que tu as fait? Et là, je vais appeler la sœur de ma mère, ma tante, pour dire, écoute, maman, je suis enceinte. Parce que j'appelle les sœurs de ma mère, maman, je suis enceinte et tout. Elle me dit, ah, mais ne pleure pas. Écoute, tu vois, Dieu fait grâce, Dieu t'a fait grâce. Mais ne pleure pas. Faut voir un médecin. Au plus vite, j'expliquais, mais moi, je faisais des choses. Elle dit, t'inquiète pas. Ça va se régler. Surtout que quand je voulais perdre du ventre, je mettais du papier film, je mettais du Vaporub, papier film. Après, j'ai rajouté ma gaine, en fait. L'histoire vraiment de perdre le ventre au plus vite que possible, en fait. Et là, je vais retourner. Ma belle-sœur, elle va me recommander, vu qu'à ce moment-là, pour vous dire qu'en fait, ma carte vitale, je l'avais perdue. Elle m'a dit, va voir les médecins, t'inquiète pas et tout. Surtout quand j'avais su en fait que mon traitement était annulé, je devais normalement faire renouveler ma demande pour les traitements. J'avais plus rien à faire. J'ai tout abandonné. Et à ce moment-là, je me rends auprès des plannings familiales. Et arrivé auprès des plannings familiales,
la sage-femme, elle me fait une ordonnance pour faire les examens et tout. Et moi, je pensais qu'elle m'avait fait aussi l'examen pour voir si j'étais bel et bien enceinte. Déjà, quand je suis arrivée, je lui ai ramené mes tests. Et quand déjà je suis arrivée à Grenoble, tellement que je ne croyais pas, j'avais fait 9 tests moi-même, de moi-même. Et j'avais carrément rejeté celle de Claire Blue. J'ai fait 9 tests de moi-même. 9 carrément. Et quand je suis allée faire je sais qu'elle m'avait prescrit et tout. Et quand je vais la ramener une semaine après, et j'ai dit, ben en fait, j'ai pas vu là où c'est marqué je suis enceinte. Elle me dit, mais non, parce que je ne vous ai pas recommandé de prise de sang pour voir si vous étiez enceinte. Je vous ai plutôt prescrit pour voir si vous étiez, pour voir s'il y avait de tout ce qu'on fait quand une femme est enceinte en fait. J'ai dit, ok, d'accord. Elle m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, vous avez l'ordonnance pour faire l'échographie d'adaptation pour voir si vous êtes enceinte de combien de mois et tout. Parce que là, vous avez zéro souvenir. J'ai dit, non, moi j'ai zéro souvenir. Et ben là, c'est arrivé au moment où je vais passer mon échographie. Et je vais faire mon échographie d'adaptation. On arrive là-bas, on m'apprend en fait que je suis enceinte de 3 mois et demi. Oui, je suis enceinte de 3 mois et demi. Surprise pour moi parce que je me disais, oula, pour moi déjà quand je partais, je savais que j'avais plus mes règles. Quand j'avais plus mes règles, je savais plus quand est-ce que je l'avais plus en fait pour moi. Tellement que ça s'arrêtait et ça reprenait dès à 3 mois après. Je me suis dit, j'ai dit à la sage-femme, j'ai dit à la dame qui me faisait la gynécologue que je ne sais pas complètement si je suis enceinte de combien de mois. Je ne le savais pas et c'était vrai. Elle me dit, mais là, vous êtes à 3 mois et demi et tout, madame. En fait, votre grossesse a bel et bien avancé. Et on fera d'autres échographies après. Elle m'a redonné une autre échographie. C'était genre dans 2 semaines après. Et je devais retourner la voir pour faire les premières échographies des trimestres. Voilà. Et tout. Et je suis retournée après. Et ben là, ben oui, j'étais bel et bien enceinte. Déjà, pour vous dire, en fait, avant, quand j'ai expliqué, j'avais mes règles qui duraient en fait plus de 10 à 15 jours. Mais avec le temps, ça a commencé à changer. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment suivi un régime où vraiment j'étais stricte à ce que je mangeais, ce que je buvais. J'ai évité de tout ce qui est... Toute nourriture à laquelle j'étais allergique, je ne prenais pas. Toute chose à laquelle où c'était pas bon pour moi, j'avais arrêté. Et du coup, avec le temps, je ne prenais pas de pilule qu'on m'avait donné comme traitement parce que ça n'a pas fonctionné. Mon corps a tout rejeté. Alors, je prenais un traitement. Les traitements que je prenais... non, pardon, j'ai dit tout bêtise en fait. Je suis fatiguée. Ben, du coup, j'ai tellement respecté ce qu'on m'avait dit à l'époque. Du coup, ben, avec les temps, mes règles, ça a changé. Avant, c'était les 15 jours où c'était 7 à 8 jours intenses, où ça coulait vraiment. Après, les derniers jours, c'était moins vers la fin. Voilà, ça s'arrêtait complètement. Ben, et c'était... et avec le temps, ça a commencé à stagner. Où j'avais mes règles, ben, comme tout le monde, peut-être ça commençait à 7 jours. Après, j'avais mes périodes pendant 4 jours, et tout ça, etc. Jusqu'à ce que ça a repris le rythme normal, comme tout le monde. Donc, voilà. Voilà, c'était ça ma lutte pour concevoir. J'espère que cette première partie vous a plu. On va se retrouver pour la deuxième partie où je vais vous parler de ma grossesse.